vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David. La famille est au complet aujourd'hui. Ah oui, elle est au complet, mais ça n'a pas bien commencé. Ah bon, pourquoi ? Je ne sais pas, on parle souvent des violences policières. J'ai été victime d'une violence verbale d'une de nos vraies voix qui m'a fait comprendre que j'aurais pris un peu de poids. Ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas policier, il y en a un ici. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile? Je dis toujours que la police a raison, donc voilà, je ne peux pas vous défendre, Philippe, sur ce coup-là. Écoutez, je vous laisse, j'appelle mon avocat. Faut-il encore que quelqu'un accepte de vous défendre, Philippe? Bon, ça y est, je suis radicalement indéfendable. Pour une fois, la vérité avec vous est visible, j'ai envie de dire. On peut pas lutter. Il y a un moment donné, ça va être difficile à cacher. Bon, c'est un bon point. En même temps, on en est tous au même point. C'est au niveau de Noël, fin de saison. Non, justement, on n'y est pas encore. Oui, mais ça a commencé avant Noël. C'est-à-dire que moi, je faisais du 36. Maintenant, je fais du 36, mais par cuisse. On a changé de logiciel. C'est bon, ça a commencé tôt. Allez, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Procès des viols de Mazan. Les enfants de Gisèle Pelicot dénoncent des peines trop clémentes malgré les 20 ans de réclusion criminelle infligés à Dominique Pelicot, principal accusé. Les enfants de la victime expriment leur colère face à des peines jugées insuffisantes pour les co-accusés. Plusieurs condamnations sont en deçà des réquisitions du parquet, ce qui alimente un sentiment d'injustice. Alors parlons vrai, est-ce qu'il y aura un avant et un après Mazan? Est-ce que pour vous la justice a jugé au cas par cas et que c'est finalement une bonne chose vu le nombre d'accusés qu'il y a? Et à cette question, Mazan, les peines prononcées correspondent-elles à la gravité des faits? Vous dites non à 64%. Vous voulez réagir? Nadjet attend vos appels au 0826 300 300. Notre invitée sera Isabelle Steyer, qui est avocate spécialisée en défense des femmes victimes de violences. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, à 18h40, à faire des écoutes. Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique, mais prêt à défier la France. Un enferme sous bracelet électronique. Nicolas Sarkozy, après le rejet de son pourvoi en cassation, doit purger une peine inédite pour un ancien président. Clamant toujours son innocence, il dénonce une injustice et promet de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors parlons vrai, est-ce que la condamnation de Nicolas Sarkozy vous semble trop ou pas assez sévère? Est-ce que, après Jacques Chirac, c'est le second président condamné après son mandat, est-ce que cela porte atteinte à la fonction de chef de l'État? Et à cette question, condamnation de Nicolas Sarkozy à un enferme, est-ce une injustice pour vous? Vous dites non à 67%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et nous aurons quelqu'un que vous connaissez bien, Loïc Guérin, avocat pénaliste, qui sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec autour de cette table pour débattre Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, un président qui n'a rien à se reprocher, en tout cas. J'espère, il n'y a pas de dossier. Je vais essayer de me tenir bien durant 2 heures. J'ai des dossiers. De tricherie au qui c'est qui l'a dit, et là, il y a des preuves. Non, il n'y a aucune preuve. Mais c'est ça votre problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve, Philippe. C'est-à-dire que vous fabriquez des preuves. Et moi, mon gras, il y a des preuves. Cécile et moi, on est solidaires. On ne peut rien. C'est-à-dire que c'est pas une chemise, c'est enfin bref. Je ne sais pas. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député et ancien patron du RAID. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir. Salut Cécile, salut Philippe. Je n'ai pas dit que Philippe avait grossi. J'ai dit que sa chemise était trop cintrée. Voilà. Complètement différent. C'est complètement différent. Elle s'est rapprochée du corps. C'est ça. Anne Massonnier est avec nous. Bonsoir Anne. Bonsoir. Fondatrice de Fair Value Corporate en public affaires et cabinet de relations publiques internationales. Et avec ce numéro 0826 300 300, ce qui vous permet de nous contacter. Muriel est avec nous de Béziers. Bonsoir Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir à vous. On est très heureux de vous accueillir Muriel. La semaine des vacances pour les députés, visiblement, vous agace. Ah oui, alors là franchement, on est en plein dans la panade. C'est le bordel partout et ils se prennent 3 semaines de congé. Alors, ils sont obligés parce que c'est l'Assemblée nationale qui ferme. Non, ils ne sont pas obligés, madame. Quand il y a du travail et que la France, elle est dans la panade actuellement, on ne prend pas de vacances. On les décale, on fait ce qu'on veut, mais on règle les... Alors, ils nous font tout un pataquès parce qu'il y en a un qui est parti à Pau, que l'autre ceci, que l'autre cela, mais eux, ils prennent 3 semaines.
Oui, c'est vrai. Philippe Bilger. Alors, en même temps, elle n'a pas super tort. Malgré mon Monsieur désir Bilger, je vous écoute sur CNews, donc comme vous avez toujours de la bonne répartie, oui, mais je vous écoute. Oui, mais ma chère Muriel, vous me mettez très à l'aise. Mais pression de 200 millibars. On peut tout dire des députés, sauf qu'ils ne travaillent pas. Et je ne sais pas s'ils prennent 3 semaines de vacances. Je parle sous le contrôle de notre ancien député et néanmoins remarquable intervenant. C'est 3 semaines, je n'en suis pas sûr. Et je ne voudrais pas, Muriel, vous contredire, mais la charge de travail d'un député en France est colossale. Et donc, même s'il prenait quelques jours de vacances, je ne serais pas indigné. Jean-Michel Fauvergue, ancien député. Oui, cher Muriel. Il y a une suspension des travaux, en fait, pendant 3 semaines. C'est ça. Monsieur Fauvergue, je vous connais. On s'est rencontrés à Béziers. Vous aviez donné une conférence à la médiathèque de Béziers. C'est exact. Je m'en souviens, Muriel. C'est pas vrai, mais bon. Si, non, mais vous. En fait, Muriel, elle travaille au renseignement généraux. Voilà, elle a tout compris, Cécile. Vous avez des dossiers sur quelqu'un? Muriel, taisez-vous, Philippe, ça va venir. Muriel, je comprends votre émoi. Effectivement, si c'était 3 semaines de vacances, c'est 3 semaines pendant lesquelles l'Assemblée ferme. Ça veut pas dire que le travail des députés est achevé, parce qu'ils sont dans leur circonscription. Ils ont beaucoup à faire et pour certains, ils sont pas du tout en vacances. Mais je comprends, annoncé comme ça, effectivement, je comprends cet émoi. Anne Mazoyer. Non, mais surtout qu'on est dans une période quand même particulière. Ça, je vous problématique. Ça, je vous le confirme. Je vous le confirme. On donne la parole à Anne Mazoyer, que vous devez admirer ou avoir rencontré quelque part aussi. Non, mais je connais tout le monde, moi. C'est bien ce que disait Cécile. Des dossiers sur tout le monde. Vous êtes plutôt CIA ou KGB? Alors, je vous le dis, Muriel est ma mère. Voilà, je vous le dis. Allez savoir. Non, je suis un peu partagée parce qu'effectivement la période est exceptionnelle et qu'en période exceptionnelle, on doit peut-être pouvoir fournir un effort de guerre parce que c'est vraiment une guerre dans laquelle nous nous trouvons, une guerre qui n'est pas fratricide au sens premier du terme, elle l'est au sens politique et c'est surtout une guerre dont nous allons tous payer le prix sur le plan économique et social. Donc je suis un peu d'accord avec Muriel. Ceci étant, quand les... Muriel, vous répondez pas? Ceci étant, quand ils sont présents, quelquefois les députés en ce moment, ils ont plutôt tendance à mettre le souk. Donc s'ils sont pas là, ça va mieux quand même. Pas vu comme ça. Ouais. Arrêtez, vous allez. Oui, remarquez, c'est vrai. Merci Muriel. Vous allez la relancer. Muriel, on est ravis de vous accueillir. Vous restez avec nous, bien entendu. Vous êtes notre vraie voix du jour. Quel temps fait-il à Béziers? Eh bien, écoutez, ça pleuviote, c'est gris, c'est... Voilà. Enfin, c'est pas le temps. Par contre, dites, si vous venez à Béziers samedi, enfin, à Valras, il y a le bain de Noël. Très bien. Mais elle est un peu fraîche. Monsieur Bilger, je vous attends. Attendez. Et quant à Philippe David, ça lui ferait perdre ses petits kilos. C'est un complot. En fait, attendez Muriel, il y a 2 écoles. Où il coule comme un plomb, ou il flotte. Je sais pas. Non, mais la mer n'est jamais à plus de 17 degrés, y compris en été à Valras, Muriel. En fait, on ne sait pas si c'est de l'aérophagie ou si c'est du gras. C'est ça notre problème. C'est froid. Touché. Non, ça va. Allez, vous restez avec nous avec un peu de sérieux. Dans un instant, le réquisitoire de monsieur le procureur. Je le dis, oui, vous le teasez. Les médias se mettent rarement en cause. Eh ben voilà, on en parle dans un instant. Ne me regardez pas quand vous dites ça, Philippe. Ça me fait du mal. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. J'aime beaucoup vous regarder. C'est Valérie Expert, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, lumineuse. Philippe Bilger, toujours parfaitement cravaté avec un accord chemise-cravate magnifique. Jean-Michel Fauvergue qui a commencé la soirée en tenant des propos odieux. Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Oui, c'est vrai. Et alors la lumineuse Anne Mazoyer. Voilà. Là, on peut dire que lumineuse avec des paillettes, etc. Ça sent Noël. C'est un petit côté Maria Carey quand elle chante. Exactement. Mais du reste, ça ne devrait pas tarder. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Vous allez chanter?
Non, elle va vous faire chanter, je pense. Je pense que c'est l'inverse. Allez, bienvenue à tous. 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Philippe. Et bonsoir tout le monde. De Gisèle Pellico qui exprime sa gratitude. Son ex-mari condamné à 20 ans de réclusion, le maximum. Mais c'est co-accusé, COP de moins que réclamé par le parquet. Déception des enfants de la victime et de ses soutiens. On va parler aussi d'Emmanuel Macron qui parle reconstruction, mais aussi lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte où il va finalement dormir et passer la nuit sur place alors qu'on avait annoncé quelques heures seulement à l'origine. Et puis François Bayrou se dit prêt à relancer le débat sur la réforme des retraites. Il recevait à Matignon les différents partis, sauf RN et LFI, différents partis pour tenter de les convaincre d'entrer au gouvernement. Il y a du boulot, hein. En 3 mots, ça donne donc gratitude, reconstruction et retraite. Et tout de suite, Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et un réquisitoire très intéressant. Les médias savent-ils se remettre en cause, Philippe Bilger? Oui, alors cette interrogation qui m'est venue hier est directement liée à ce quotidien de référence, selon moi à la fois incontestable et très contestable, parce qu'il m'énerve à chaque fois que je le lis, c'est Le Monde. Il y a un conflit sérieux qui est né à propos du traitement du conflit israélo-palestinien. Et beaucoup de gens, même au sein du Monde, se sont émus de la manière très tendancieuse dont Le Monde traitait ce conflit en étant quasiment unilatéralement en faveur des Palestiniens, du Hamas. Et notamment, a-t-on dit, à cause de la relation qu'entretenait un responsable du Monde, Barth, avec une femme qui est très éprise de la cause palestinienne, puisqu'elle a traité, par exemple, les assassins du Hamas de héros. Alors donc, ce qui m'intéresse, c'est non seulement cela, mais c'est le fait que Le Monde ce matin a réagi très tranquillement en disant « Mais il n'y a pas l'ombre d'un problème. Tout se passe merveilleusement bien, mais il n'y a pas un traitement partial de la cause palestinienne. Donc, conclusion... On n'a rien à faire, rien à voir, rien à nous reprocher, et je crains que Le Monde soit un exemple qui pourrait survenir à propos d'autres publications. Il faut surtout pas les toucher, eux qui se permettent de critiquer parfois de manière vulgaire autrui et les idées d'autrui. Anne Mazoyer. Alors, je pense que vous faites référence à cet excellent article d'Eugénie Bastier dans le Figaro. Et c'est vrai que c'est une enquête qu'elle a menée avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'objectivité, malgré ce qu'on peut lire. Et c'est vrai que c'est scandaleux. C'est scandaleux, de toute façon. Et ça laisse aujourd'hui, maintenant, la parole à certains journalistes du Monde qui n'osaient plus s'exprimer. Et ce dont vous parlez, c'est une réalité, parce que cette femme à laquelle vous faisiez allusion est une militante et qui appartient à un groupe. Et un groupe qui est très connu. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour Le Monde qui fête ses 80 ans en même temps. Absolument. Jean-Michel Fauvergue. Dans certains médias, comme un peu partout, il y a des emprises qui sont faites, qui se font et qui continuent. Mais je pense que Le Monde le paye cher parce que le nombre d'abonnés, le nombre de lecteurs est en train de baisser. Mais c'est pas nouveau tout ça. C'est effectivement cet article-là du Figaro met en évidence ça. Donc c'est un autre article d'un autre média. Mais c'est quelque chose qui maintenant dure depuis pas mal de temps. Alors Le Monde, il y en a d'autres aussi, hein, je veux dire à un certain moment. Moi, j'ai toujours été surpris. Alors, on va s'éloigner du Monde, mais j'ai tout surpris de voir avec quel empressement les politiques attendaient la parution d'un autre quotidien qui a un nom de palmipède. Et ça m'a toujours fasciné de voir cette appétence à la dénonciation. Mais c'est parce qu'il y avait des lecteurs aussi au niveau le plus haut de l'État. Merci beaucoup. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont gratitude, reconstruction et retraite. Le maximum encouru pour Dominique Pellico, 20 ans de réclusion pour viol aggravé, mais ses co-accusés obtiennent des peines moins sévères que les réquisitions du parquet. Déception des enfants de Gisèle Pellico qui, elle, exprime sa gratitude à ses soutiens. Emmanuel Macron va passer la nuit à Mayotte. Il y a parlé reconstruction, mais aussi lutte contre l'immigration clandestine. Je ne peux pas laisser dire que l'État aurait démissionné, plaide le président. Pendant ce temps, François Bayrou reçoit
fois à Matignon. Il propose aux différents partis, sauf RN et LFI, d'entrer au gouvernement. Et pour appâter le chaland, oyez oyez, il se dit même prêt à remettre sur la table la réforme des retraites. Les vraies voix Sud Radio. Des huées pour les co-accusés moins lourdement condamnés que les réquisitions du parquet. Et des applaudissements pour Gisèle Pellicot devant la cour criminelle d'Avignon. Son ex-mari Dominique écope du maximum encouru, 20 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé. À la sortie, au micro Sud Radio de Lionel Maillet, Gisèle Pellicot s'est adressée à ses soutiens. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages m'ont bouleversée et j'y ai puisé la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Beaucoup de soutien de Gisèle Pellicot et même ses enfants dénoncent l'indulgence du verdict pour les autres co-accusés, moins sévèrement sanctionnés que la peine encourue. Une peine plus clémente aussi que les réquisitions du parquet. Différence avec Dominique Pellicot relevée par son avocate, maître Béatrice Zavarro. Je disais au début des débats que M. Pellicot n'était pas forcément le chef d'orchestre et les autres n'étaient pas les musiciens. Pour autant, je pense que par l'énoncé de ce verdict, la Cour a condamné le chef d'orchestre en faisant une différence justement entre lui et les différents musiciens qui composent cet orchestre, dont acte. Nous n'avons pas l'autorisation de critiquer une décision de justice. La seule manifestation que nous puissions avoir pour la contester éventuellement, c'est interjeter appel. Et encore une fois, je le répète, nous exploiterons le délai de 10 jours qui nous est donné pour prendre cette décision et savoir si nous devons de nouveau être soumis à cette fois-ci un jury populaire dans les mois à venir. L'avocate de Dominique Pellicot, Béatrice Zavarro, micro Sud Radio de Lionel Maillet devant la cour criminelle d'Avignon. Les peines prononcées correspondent-elles à la gravité des faits? D'ailleurs, ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. On en parlera bien entendu. Deuxième mot, reconstruction. Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte. Plus d'1 millier de réservistes de la santé également attendus sur place à Mayotte. Le chef de l'État va finalement y passer la nuit. À l'origine, on parlait d'un déplacement de quelques heures. Après le cyclone, Emmanuel Macron annonce la création d'un fonds d'indemnisation pour les non-assurés. Le président de la République venu parler reconstruction, mais aussi immigration. D'ailleurs, il a défendu l'action de l'État à Mayotte sur ces sujets. Quand on regarde ce qu'on a fait ces dernières années, y compris pour lutter contre l'immigration clandestine qui pèse sur tous les services publics, c'est des opérations inédites qui ont été menées. Inédites. Il n'y avait jamais eu de Wambouchou ou d'opérations de ce type avant, y compris des décasages. Et on voit bien d'ailleurs l'importance qu'avaient ces grandes opérations quand on voit la dangerosité de cet habitat. Donc je ne peux pas laisser dire que l'État aurait ici démissionné. On est simplement dans un contexte qui est inédit. Il y a une telle pression migratoire que malgré tout l'investissement qu'on a fait, et on a fait un investissement par exemple inédit sur l'hôpital, malgré ça c'est très dur. Pourquoi ? Parce que vous avez une pression migratoire. On a la maternité qui est la plus importante d'Europe. Emmanuel Macron cet après-midi à Mayotte au micro de l'AFP. Il a aussi annoncé la date du deuil national pour les nombreuses victimes, malheureusement encore impossible à comptabiliser. Deuil national le 23 décembre, c'est-à-dire lundi prochain. Troisième mot, retraite. François Bayrou se dit prêt à mettre le sujet sur la table des négociations. Si ça peut convaincre les uns et les autres d'entrer au gouvernement, la réforme des retraites, et oui, pourrait entrer dans la balance. Le Premier ministre propose, je cite, de la reprendre sans la suspendre. François Bayrou recevait cet après-midi les différents partis représentés à l'Assemblée nationale, à l'exception de la France Insoumise et du RN. Mais à entendre la chef des écologistes, Marine Tondelier, en arrivant à Matignon tout à l'heure, eh bien ça s'annonce pas gagné d'avance pour réunir tout le monde de gauche à droite dans un gouvernement. On voit de moins en moins le chemin. Et plus les jours, plus les heures passent, moins on le voit. Monsieur Bayrou a sa censure entre les mains. C'est à lui de nous convaincre. Marine Tondelier tout à l'heure en arrivant à Matignon. Ça va être compliqué, hein, Philippe. Oui, ça va être très compliqué. Et puis, déjà, sur les retraites, il évolue un petit peu. Je crains, évidemment, il concède à la gauche, c'est la droite qui fait défaut. Il concède trop à la droite. La gauche, évidemment, votera la motion de censure. Anne Mazoyer refusait effectivement de voir le RN et la gauche, enfin, et les filles. Est-ce que c'est une faute ? Oui, c'est une faute démocratique. Pardon. Simplement parce que même si effectivement il y a des sujets qu'ils ne considèrent pas comme les leurs, c'est tout à fait anormal que tous les partis ne soient pas représentés autour de la table. Après, le choix se fera d'une autre manière. Mais ce n'est pas normal et c'est stigmatisé
quand même une partie des Français qui ont voté, notamment, alors moins pour LFI, mais surtout pour le RN. C'est vrai que ça pose question. Il y a 4 jours, il disait pour moi tous les députés sont pareils, et maintenant 4 jours après, il fait le contraire. Mais il a précisé, avant que Jean-Michel nous apporte ses lumières indiscutables, il a précisé que c'était les deux partis, et ils n'avaient pas été aux responsabilités tout de même. Oui. Sauf que Mélenchon a été secrétaire d'État il y a quelques années. Oui. Enfin, Jean-Michel, très vite. Oui, moi je trouve aussi que on doit faire avec l'ensemble des partis qui sont représentés dans la représentation nationale. C'est pas un vain mot, la représentation nationale. Ils ont été élus par des Françaises et des Français, tous autant qu'ils sont. Alors on sait que LFI n'y serait pas allé parce que c'est pas leur tasse de thé et parce qu'ils ont une autre stratégie. Mais je pense qu'il aurait dû convoquer tout le monde, et ça l'empêche pas de prendre les gens qui veulent prendre et d'exclure certaines personnes de partis. Dans le gouvernement, je parle. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, retour sur le verdict du procès des viols de Mazan. Peine jugée trop légère pour certains co-accusés. Sont-elles à la hauteur des faits, pardon. Alors parlons vrai. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Mazan? Est-ce que pour vous, la justice a jugé au cas par cas et que c'est une bonne chose? Et à cette question, Mazan, les peines prononcées correspondent-elles à la gravité des faits? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir? Nadjet, attends vos appels au 0826 300 300. Isabelle Steyer sera avec nous, avocate spécialisée en défense des femmes et des victimes de violences. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, et aujourd'hui comme chroniqueur Philippe Bilger, Anne Mazoyer et Jean-Michel Fauvergue. C'est l'heure du grand débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dominique Pellicot est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par d'autres hommes pendant 10 ans. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Les 50 hommes justement qui comparaissaient avec lui sont eux aussi tous reconnus coupables. 26 dormiront ce soir en prison. Nous sommes dans le cadre d'une responsabilité pour l'heure assumée de Dominique Pellicot. Il est quelque peu hébété. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Et malgré les 20 ans de réclusion criminelle infligée à Dominique Pellicot par principal accusé, les enfants de la victime expriment leur colère face à des peines jugées insuffisantes pour les co-accusés. Plusieurs condamnations se sont en deçà des réquisitions du parquet, ce qui alimente un sentiment d'injustice. Alors parlons vrai, est-ce que la peine maximale de 20 ans pour viol devrait être vue à la hausse ou à la baisse? Est-ce que ce procès va, comme MeToo, libérer la parole? Et à cette question, Mazan, les peines prononcées correspondent-elles à la gravité des faits? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée Isabelle Steyer sera avec nous, avocat spécialisée en défense des femmes victimes de violences. Bonsoir, merci d'être avec nous, maître Philippe Bilger. Bonsoir, madame. Un bonheur de retrouver médiatiquement maître Steyer, que j'ai bien connu judiciairement. Mais pour aller vite, d'abord je comprends totalement les réactions des enfants. Non pas que je les approuve, mais c'est assez général que les partis civils ne considèrent pas que les sanctions soient suffisantes. Deuxième élément, je ne vais pas juger la manière dont l'arrêt a été rendu, mais il me semble qu'à partir du moment où le maximum de la peine pour Dominique Pellicot a été édicté, 20 ans de réclusion, il y a naturellement une baisse dans la hiérarchie des peines, puisque Dominique Pellicot, quoi qu'on en dise, est plus que le protagoniste dans ces affaires criminelles, et donc les autres ont été forcément diminués
dans la sanction, alors apparemment diminuer encore davantage que ne l'auraient voulu les réquisitions, mais je ne crois pas que ce soit scandaleux dans l'économie générale de l'arrêt. Il y avait des contraintes qui, me semble-t-il, ont été respectées et qui ont donné tout de même, au bout de 4 mois, je crois, une très bonne justice. Anne Mazoyer. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets, mais je soumets ça à votre sagacité, Philippe. Dans le sens où je pense qu'effectivement, les 20 ans de réclusion, très bien. Moi, j'ai lu plusieurs articles pour préparer cette émission, dont un article dans Libération qui a pris les cas les uns après les autres. Et il y a un homme qui a parlé d'une manière absolument incroyable en disant « Je ne savais pas que, pardonnez-moi de ma trivialité, que de faire un doigt, c'était sexuel ». Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'à un moment donné, ce type-là a certainement bénéficié peut-être de circonstances atténuantes, puisqu'il ne sait même pas ce que c'est que la sexualité. Mais c'est un peu embêtant, parce qu'il a 51 ans. Oui, et puis je vous rappelle que nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Donc bon, et c'est un peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un problème. C'est-à-dire que là, c'est une question de moralité, c'est une condition de vie dans la société. Alors, on peut penser le contraire en disant, finalement, la moralité, ce n'est pas quelque chose qui doit être intégré systématiquement, mais quelque chose que je dois accepter. Mais c'est la porte ouverte, je dirais, à toutes les dérives. Donc moi, je crois qu'au contraire, il aurait fallu, Philippe, pardonnez-moi, que ça soit un peu plus sévère. Parce que ceux qui n'ont, par exemple, écopé que de 3 ans, après avoir commis ce qu'ils ont commis, c'est un peu léger. Puis il y en a certains qui sont sortis libres de cette histoire. Oui. C'est ça aussi qui me scandalise. Sursis, oui. Ou avec sursis. Jean-Michel Fauvergue. Alors, moi, vous savez que je suis pas tendre avec la justice, mais la justice de tous les jours. Quand elle remet, par exemple, dehors des gens qui tabassent des policiers à Nice et ailleurs, il y a quelques jours. Et les Français en ont marre de cette justice laxiste-là. Mais pour le coup, ici, sur cette affaire bien précise, n'oublions pas une chose, c'est que, vous savez à quand ils remontent les faits entre 2011 et 2020. La plainte remonte à 2020. L'affaire est déjà jugée. Pourquoi ? Parce qu'elle est jugée en cour criminelle et pas en cour d'appel. Et la cour criminelle, c'est 20 ans maximum de réclusion criminelle. Et il a eu le maximum, l'ex-mari à Pellico a eu le maximum. Pour ce qui concerne les autres. Et donc, du coup, j'ai plutôt tendance, pour le coup, à faire confiance à la justice. Et pour ce qui concerne les autres, eh bien, on n'en sait rien. On ne sait pas les circonstances qu'il y a eu. La peine est individualisée. On ne connaît pas les circonstances des uns et des autres. Donc, du coup, se mettre à la place des magistrats et dire, non, les peines sont pas assez lourdes. Moi, je suis incapable de le faire aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que la justice est passée et elle est passée rapidement, ce qui la change de ce qu'elle fait d'habitude. Vous voulez réagir? Vous avez été bouleversé par les procès de Mazan, des procès dont on parle dans le monde entier. Venez témoigner au 0826 300 300. Avec nous, maître Isabelle Steyer. Alors, vous êtes avocate spécialisée en défense des femmes victimes de violences. On va pas dire à froid parce que le verdict a seulement quelques heures. Comment, avec un peu de recul, vous analysez ou plutôt ces verdicts, maître Steyer? Est-ce que c'était une faiblesse de la justice, par exemple? Mais écoutez, la première question, c'est quand on est partie civile, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui répare. Est-ce que c'est la peine qui répare une partie civile? Et effectivement, on voit qu'il y a désormais des demandes de la part des parties civiles de participer à l'élaboration d'une peine qui soit conséquente. Et c'est de plus en plus c'est récurrent. Et donc effectivement, ça pose le problème de l'intervention de la partie civile sur le quantum de la peine et sur le fait qu'elle ne peut pas intervenir pour faire appel sur des peines qui ne lui conviendraient pas ou même sur des décisions d'acquittement ou de relax. Et donc, à partir du moment où Joël Pellico encourt 20 ans, qu'il a été condamné à la peine maximum de 20 ans, je rejoins tout à fait ce qu'a dit monsieur l'avocat général Bilger, c'est qu'on est bien obligé, et la Cour est bien obligée par conséquent, d'adapter la peine aux complices qui ont commis un viol, 2 viols, 6 viols. Et forcément, on va avoir une peine qui va être diminuée par rapport à l'auteur principal. Mais on peut aussi se poser la question de savoir ce que souhaitait Caroline, la victime, qui était donc la fille du couple Pellico. Est-ce que c'est pas une reconnaissance des faits, puisqu'elle posait souvent la question à son père de savoir ce qui s'était déroulé,
sur son corps. Il a quand même été condamné pour des faits de tentative de viol, hein, d'après ce que j'ai compris, sur Caroline. Elle a été photographiée nue avec les dessous de sa maman, ce qui laisse effectivement penser que ça n'a pas été fait pour rien, mais pour quelque chose. Et la Cour est allée quand même jusqu'à la condamnation pour une tentative de viol. Alors, il n'y a pas de vidéo la concernant. Et donc, elle a bénéficié d'une prise en compte de ce qu'elle a pu subir. Donc, on est, concernant les enfants, dans une place qui est très particulière parce qu'ils ont été victimes, mais on n'arrive pas à définir exactement de quoi. Il n'y a pas d'aveu de leur père. Et pour eux, c'est pas un mari, c'est leur père. Donc, c'est une place qui est quand même encore plus particulière que pour un époux. Et on a des interrogations qui demeurent. Mais maître... Donc, le questionnement, il est bien plus fort pour les enfants. Donc, je comprends qu'elles ne soient pas satisfaites, puisque pour elles, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien de très concret la concernant. Et elle est dans ses interrogations sans fin. Donc, pour elle, ce procès, c'est peut-être plus une porte ouverte qu'une porte fermée. Et je comprends que pour elle, ce soit une torture. Parce qu'elle ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Donc, elle ne peut pas être satisfaite d'une absence de réponse. Au-delà de la peine, parce que ce n'est pas les 20 ans qui vont peut-être la réparer. Et les autres co-mises en examen, je ne pense pas qu'ils aient commis des faits sur elle, d'après ce que j'ai compris. Donc, effectivement, c'est insatisfaisant. Est-ce que c'est le rôle de la justice ? Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est il y a le viol, la tentative de viol et la soumission chimique, qui est très nouveau, pardon de le dire, mais c'est très nouveau quand même dans le débat public. Est-ce que, alors c'est peut-être, je me mets du côté, en tout cas, des victimes, de dire que la justice, à un moment donné, ne doit pas donner un exemple frappant pour condamner des gens, parce que quand on voit la hauteur des peines et quand on voit soumission chimique, tentative de viol ou viol, il y a un moment donné, il faut que ça résonne dans l'esprit des gens, il faut que ça serve, que la justice serve à quelque chose. Et c'était peut-être le moment, puisqu'on parle de procès historique, c'était peut-être le moment de frapper fermement pour expliquer que c'est extrêmement grave en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gradation dans la gravité, mais là, on cumule quand même. Mais on pouvait... Oui, mais non. C'est une question. Isabelle Steyer. On a effectivement désormais une majorité de viols commis dans ce contexte de soumission chimique, avec une réponse judiciaire qui est généralement, soyons très clairs, le classement sans suite. Puisqu'on ne permet pas à la victime d'avoir accès à son propre récit, à son propre témoignage, et on sait que c'est le socle de toute procédure judiciaire. Alors, à partir du moment où on était dans un dossier où tous les faits étaient filmés, on aurait pu en faire un dossier encore plus exemplaire. Mais est-ce que c'est l'exemplarité des peines qui est dissuasive? C'est une question qui est récurrente en droit pénal. Donc... est-ce que dans ce contexte-là, qui était d'ailleurs un autre contexte, qui n'est pas le contexte habituel des soumissions chimiques, c'est-à-dire que là, c'est un mari, un époux, qui vient faire violer dans le lit conjugal sa propre épouse. C'est aussi un contexte très particulier. On a généralement des femmes qui sont victimes de soumissions chimiques, qui se retrouvent à la suite d'une soirée, c'est généralement comme ça que ça se passe, dans le lit d'une personne dont elles ne se souviennent pas avec qui elles ne se souviennent absolument pas avoir parlé, être allées dans ce lieu-là, et elles se retrouvent nues dans un lit et dans un appartement qu'elles ne connaissent pas. Donc c'est un tiers qui a violé. Là, c'est l'époux qui a organisé des scénarios de viol en série sur sa femme. Donc on est encore dans un autre contexte. Enfin, il y a des tiers aussi. Oui, il y a des tiers aussi, mais on est dans un contexte qui reste familial et un contexte de viol conjugal. Philippe Bilger. Mais votre question est pertinente, ma chère Cécile, mais il faut bien partir de l'idée que la seule manière de rendre emblématique sur le plan de la peine cette affaire, c'était de donner le maximum à Dominique Pellicot et qu'ensuite, on est bien obligé d'appréhender les comportements singuliers des autres. Mais si vous le permettez, Anne, j'aurais voulu demander
auriez, Maître Steyer, rapidement, est-ce que vous auriez, vous, défendu Dominique Pellicot ou les autres? Ou vous seriez contenté de rester au niveau des parties civiles? Non, moi je n'aurais pas défendu Dominique Pellicot. D'accord. Je ne l'aurais pas défendu. Et j'aurais tenté d'ailleurs une autre qualification pour Dominique Pellicot si j'étais intervenue en tant que partie civile. J'aurais tenté une qualification qui fasse monter la peine initialement de 20 ans à 30 ans, puisque j'aurais tenté le viol avec acte de torture et de barbarie. Il fallait passer en cour d'assises pour ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, et si ça vous aurait voulez, pris 10 ans de plus. J'imagine qu'on a infligé à cette femme des actes de barbarie et des souffrances qui vont au-delà de la souffrance de ce que subit une victime de viol, on va dire, habituelle. C'est horrible ce que je dis, hein, mais c'est quand même le critère de l'acte de torture et de barbarie. C'est-à-dire le nombre, le temps, les faits, la multiplicité de temps, les médicaments qu'on lui inflige. Tout ça fait qu'on est dans du hors norme. Donc j'aurais tenté effectivement une autre qualification. Allez. Et je suis étonnée effectivement qu'on n'ait pas peut-être essayé de monter devant une cour d'assises, parce que 20 ans ne permet pas un cumul d'ailleurs des circonstances aggravantes. On a la circonstance aggravante de conjoint, mais pas plus. Il faut qu'on aille au 0826 300 300, pardon maître, avec une question de Muriel qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi j'ai été bouleversée pour cette femme. Je trouve son courage admirable. Par contre, 20 ans, moi je l'aurais mis au trou jusqu'à la fin de sa vie. Hein. La loi ne permettait pas. Hein. Pour l'instant, oui, je le sais, j'ai bien compris. Je ne suis pas abrutie. La seule chose... non, mais c'est vrai, j'écoute depuis 2 jours Maître Bilcher qui, lui, défend toujours sa corporation, les juges, etc. Mais vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas eu cet espace médiatique qu'on lui a accordé, il y en a plein des femmes tous les jours qui se font violer, qui se font tabasser, etc. Et les maris, ils écopent de quoi? Bien souvent, on rejette les plaintes des femmes au commissariat. Donc, à un moment donné, de moins en moins, Muriel. La justice, elle ouvre ses yeux. Bougez pas, Muriel. Alors, moi, je voulais revenir et vous répondre, Muriel, et puis également à vous, maître. Je pense que si l'importance de la peine a énormément de poids. Le poids de la peine. Parce que, oui, dans le sens où, si vous voulez, dans certains pays que je ne citerai pas, vous volez, on vous coupe la main. Je vous garantis que vous pouvez laisser votre voiture ouverte. C'est plus difficile à voler après. Et ben c'est la même chose. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait couper le kiki de ce monsieur ou des autres, mais enfin. Il y a des pays où la castration chimique existe. C'est ce que j'allais vous dire. La castration chimique, ça existe, et je pense que si il y avait une exemplarité plus forte dans les peines, je suis persuadée intuitivement et parce que je suis une femme qu'il y aurait un certain nombre d'hommes qui réviseraient leur façon de faire et qui peut-être y songeraient à 2 fois. Parce que quand vous risquez le pire, eh bien vous ne recommettez pas le même délit. Ou qu'ils iraient se faire soigner. Parce que ou pas. Mais là, dans le cas présent, pour être tout à fait clair avec vous, qu'il y ait des types qui n'aient pas été ni d'une manière ni d'une autre inquiétés, me scandalise. Jean-Michel Fauvergue et le mot de la fin, Isabelle Steyer. Isabelle Steyer, le mot de la fin. Oui, ce qu'il faut éviter, je crois, surtout dans cette affaire-là, c'est le classement sans suite. On a un nombre de classements sans suite qui est énorme. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'il faudrait davantage de sécurité à partir du moment où la victime dépose plainte. Il faudrait pouvoir aboutir de façon plus régulière à des instructions et à des condamnations. Puisque des 85%, 90% de classements sans suite, ce n'est pas vivable pour les femmes victimes de viol. Il faudrait qu'il y ait une sécurité dans la prise en charge des victimes qui soit beaucoup plus pérenne et qui amène à des condamnations. Quelles que soient les condamnations, on n'en est même pas encore là à discuter le quantum de la condamnation. On en est à ne pas avoir de classement sans suite. Donc effectivement... Merci. Vous êtes là? Il y a eu une rupture de Zoom. Eh ben voilà, on l'a perdu. Il y a une rupture de Zoom. Rupture de faisceau, ça arrive. Si vous nous entendez, Isabelle Steyer, merci beaucoup, avocate spécialisée en défense des femmes victimes de violences. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Muriel, vous restez avec nous?
Oui, avec plaisir. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir vous ma bête éclater. noire. Ouais, Je suis nulle, mais nulle dans ce truc-là. C'est Monsieur Bilger qui l'a dit. Voilà. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix et le débat continue. Alors c'est un débat incroyable sur l'affaire Pellico. On n'est pas d'accord avec Philippe Bilger. Avec Anne Mazoyer, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord avec Philippe Bilger. Écoutez, c'est pas grave. Quasiment. Donc on le fera pas gagner aujourd'hui si vous n'êtes pas d'accord, Cécile. On est d'accord. Vous sous-entendez qu'il y a des magouilles. Là, j'ai pris des risques avec Cécile. Non, il n'y a pas de risque. Elle est d'une totalement, impartialité c'est en ma faveur totale. Décorrélé, pas décoléré. Vous voyez, comme quoi il y a pas du tout. lapsus, effectivement. Muriel, vous êtes avec nous? Oui. À 100%, c'est à vous d'envoyer le jingle, Muriel. Jingle, allez-y. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah bah écoutez, moi Muriel, quand elle me donne un ordre, j'y vais, je vous le dis tout de suite. Hein. Les qui c'est qui l'a dit? Cécile, je vais vous dire, vous êtes remontée dans mon estime depuis quelque temps. Voilà, je vous adore plus que quand vous étiez chez Coé. Voilà, c'est dit. Bon, prends ça. Mais en même temps, je suis très fière de l'avoir fait, Muriel, d'une manière ou d'une autre. Oui, je ne refuse jamais mon passé, qui m'a fait grandir. Son présent. Voilà, c'est tout. On n'est pas son futur. Mais je vous remercie quand même pour cette gentillesse déguisée, j'ai envie de dire. Allez, non, pas du tout. Je vais me faire engueuler. Allez, écoutez, qui c'est qui l'a dit? 2 points. Je n'ai jamais lâché Mayotte. Muriel, c'est à vous. Qui a dit ça? Ça peut pas être Otaillot, puisque ça pourrait être Macron. Macron, bonne réponse de Philippe Bilger. Macron, effectivement. Qui c'est qui? Alors attention, là c'est un qui c'est qui l'a répondu à la question Nicolas Sarkozy doit-il se voir retirer sa Légion d'honneur? La réponse: si la grande chancellerie doit s'interroger pour les uns, elle doit s'interroger aussi pour les autres. Muriel. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Il parlait de Depardieu, non? Non. Muriel. Un président de groupe. Un président de groupe parlementaire. De LFI? Oui. Non. De LFI? Non. Non. De la gauche? Vauquier? Oui. PS. Vallot. Il l'a dit plus vite. Boris Vallot. Bien sûr. 3 points pour Jean-Michel Fauvergue. Allez, qui c'est qui l'a dit? Il l'a dit. 2 points. Monsieur Barnier n'a pas fait l'automne. Monsieur Bayrou ne fera pas l'hiver. C'est facile, ça. Muriel. C'est facile. Muriel? Eh ben, c'est quelqu'un du RN. Non. Panier. Non. Pas du tout. Pas Panier Runacher. Non, pas Panier. La poissonnière. La panneau. Bonne réponse. Là, c'est Philippe Bilger qui l'a dit. Hein. Oui, vous êtes contenté de dire la poissonnière. Ouais. J'ai dit ça, moi. C'est votre propos. Vous l'avez dit. Et Muriel vous a entendu. Et elle a fait 2 points pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit à 3 points. Le couple franco-allemand est essentiel, mais il ne fonctionne plus. Alors, c'est un ancien ministre, et je vais vous mettre sur la voie, ancien commissaire européen. Muriel. Barnier? Non. Muriel. Ah, pardon. Non. Barnier. Non. Muriel? Ça commence aussi par un B. Ah, c'est Breton. Bonne réponse de Jean-Michel Fauvergue. Thierry Breton. C'était à lui? Ben oui. Oui, c'était à lui. Parce que ça a répondu après Muriel. Hein. Si, j'ai même dit. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points sur François Bayrou. Il ne sait pas où il va. Monsieur Bayrou parle beaucoup, mais il ne se passe rien du tout. Muriel. Panneau? Non. C'est pas le même bord. Tondelier? Non, c'est pas le même bord. Pas le même bord. Alors. Oui. Tanguy? Oui, bonne réponse, Jean-Philippe Tanguy. Ouh là là, il est fort, Jean-Michel Fauvergue. On les connaît pas, on les connaît pas. Oh, Jean-Philippe Tanguy, Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur Bayrou? C'est quand même curieux qu'il ait été obligé de quitter son poste de ministre de la Justice en 2017 parce qu'il était mis en examen et que maintenant où il va être jugé, qu'il puisse être Premier ministre. Alors on vous aide, c'est une sénatrice et ancienne ministre. Muriel. Et elle chante comme un oiseau. Rossignol. Bonne réponse de Muriel qui marque 3 points. Bravo. Merci Cécile.
là, pour l'oiseau. Question, qui c'est qui l'a dit? Voilà, c'est ça. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points sur la condamnation de Nicolas Sarkozy. Il pâtit de certaines lois qu'il a lui-même fait passer. Muriel. Il a un poste important à l'Assemblée nationale. Sur les finances. Ah, bah c'est, comment il s'appelle? Ouais. Ah, il est chez LFI, lui. Oui. Eric Coquerel. C'est Coquerel. Bon, alors Eric Coquerel, alors je sais pas qui l'a dit en premier. On va le donner à Muriel si on range 2 points. Alors, vous êtes des amours. Verdict final, 8 points pour Jean-Michel Fauvergue, 5 points pour Muriel, 4 points pour Philippe Bilger. Quand Anne Mazoyer, elle a admiré ses comparses. Le paysage. Bravo Muriel, quand même. Merci, c'est gentil, mais bon, il y a des noms comme ça qui nous... De toute façon, on connaît quasiment, à part ceux qui sont sur les plateaux télé ou à la radio, on les connaît pas les autres. Bah oui, je sais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On est ravis de vous avoir accueillis. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi. Et vous aussi, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Bah oui, vous aussi Muriel, parce que on a passé un très bon moment avec vous et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal, la météo avec Rémi André, et puis le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, je vais pousser un coup de gueule sur ce qui s'est passé en marge du procès de Mazan. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300 vous attend jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de Philippe David et moi-même, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, qui est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID, et puis Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate, un public affaires, cabinet de relations internationales, public international. Et vous, au 0826 300 300, vous nous laissez de nombreux messages sur les répondeurs, et bien on les écoute. Bonsoir, Ludovic de Mont-de-Marsan. J'appelle concernant le débat sur Éric Ciotti et sa loi tronçonneuse. À mon sens, il faudrait réviser ou abroger les lois MAPTAM et NOTRe qui ont éloigné les services de proximité des citoyens, et notamment sur les territoires ruraux, qui ont également créé de nouvelles grandes régions où les besoins sur un territoire ne sont pas les mêmes que sur un autre territoire. Prenons la Nouvelle-Aquitaine entre Guéret et Biarritz. Concernant l'État, il doit également se recentrer vraiment sur ses missions dites régaliennes, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la police, la justice, la défense. Et on doit trouver un maillage territorial cohérent entre les services déconcentrés de l'État et notamment les communes et les départements, avec leurs élus locaux, qui sont très appréciés souvent, qui sont ancrés dans les territoires, qui connaissent les besoins, sachant que les maires sont également les premiers maillons de la République. Maillage territorial, c'est refonte totale en fait. C'était notre débat d'hier soir, le projecteur. Mais en même temps, ce que dit notre auditeur est tout à fait pertinent, puisqu'entre le régalien qui relève du pouvoir central, il y a le maillage, comme vous le dites très bien. Donc Ludovic a parfaitement écouté ce qu'on a dit hier. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est un vaste programme, ce que dit Ludovic. Mais on sait qu'en France, il y a des strates en trop, en fait. Il y a 36 000 communes dans le pays où il y a la moitié des communes en Europe. Il y a les communes, au-dessus il y a les agglos. Ça a été créé par la loi NOTRe, ça. Oui. Il y a les communes, il y a les agglos. Nouvelle organisation territoriale de la République. C'est ça. Il y a les communes, il y a les agglos, il y a les départements, il y a les régions, et il y a l'État. Ça fait beaucoup trop. Vous êtes d'accord, Anne ? Oui. Parce que ça fait partie de cette difficulté pour l'ensemble des citoyens à pouvoir appréhender les différentes missions de ces institutions et de savoir qui fait quoi et pourquoi, et la lenteur aussi avec laquelle elles prennent certaines décisions. Merci en tout cas pour ce sujet. Vous êtes formidable de nous laisser des messages. Pour nous, c'est très important de vous donner la parole tous les jours du matin au soir sur Sud Radio. Le message de Ludovic avait carrément le programme, donc on a été obligé de le couper un peu. Voilà, faut refaire telle région. Moi je dis Ludovic au président. gouvernement. Bah oui, président, voilà. c'est pas tout de suite. À la ruralité peut-être, ou au millefeuille. En tout cas, merci en tout cas, exactement. Merci en tout cas de nous laisser des messages tous les jours. On espère en tout cas vous apporter
apporter des réponses. 0826 300 300 dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, je vais pousser un coup de gueule sur ce qui s'est passé en marge des procès de Mazan. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Une table passionnante aujourd'hui avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate, un public affaires et cabinet de relations publiques internationales. J'aime les femmes intelligentes et donc du coup, voilà, et cultivées. Et là, je dois dire qu'avec vous, Anne, on est servi. C'est mon cadeau. Et puis c'est très agréable de dialoguer avec elle. Ah ouais, calme, enfin, là là, un bonheur. Genre, on remercie Philippe David parce que c'est grâce à Philippe. D'accord avec elle. Mais au contraire. Je tiens site. En attendant, celui qui découvre les talents mais qui râle aussi, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village situé dans le magnifique département du Vaucluse dont on parle dans le monde entier puisqu'il s'agit du village de Mazan. Pas besoin de poser la question pourquoi Mazan, puisque depuis ce matin et le prononcé des peines contre les violeurs de Gisèle Pelicot, les commentaires se multiplient. Tout d'abord, je suis totalement satisfait que son ex-mari ait été condamné à la peine la plus lourde de 20 ans de réclusion criminelle et je ne me prononcerai pas sur les autres condamnations tant elles sont nombreuses et diverses. Mais ce qui me choque, c'est la récupération odieuse faite par certains et surtout certaines qui en profitent pour régler leur compte avec l'ensemble de la gente masculine. Car non, faut-il le rappeler, tous les hommes, heureusement, ne sont pas des violeurs et 99% d'entre eux n'auraient jamais usé de leur plus bas instinct en allant violer une femme inerte sur un lit, sous les yeux de son mari, après que celle-ci ait été droguée par ce même mari. D'ailleurs, certaines pancartes brandies devant le palais de justice m'ont choqué. Commençons par celle proclamant, je cite, « Toutes les femmes de la Terre vous soutiennent, merci Gisèle ». Bien sûr que toutes les femmes de la Terre soutiennent Gisèle Pelicot, mais tous les hommes dignes de ce nom aussi, car Gisèle Pelicot est une femme, mais c'est aussi et surtout, dans ce cas, une victime. Une autre pancarte portant le slogan, je cite, « Violeur, ta bite dans un mixeur » me semble un peu simpliste. J'aurais préféré castration chimique pour les violeurs, peine qui n'existe pas en France, mais qui ne me poserait aucun problème si on la mettait dans notre code pénal. Tous les hommes ne sont pas des salauds et encore moins des violeurs, alors s'il vous plaît, comme on le dit et le répète dans d'autres circonstances, pas d'amalgame. Pour conclure, je laisserai la parole à Gisèle Pelicot qui a une phrase très touchante dans sa déclaration post-verdict. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie dans le respect et la compréhension mutuelle. Puissiez-vous être écoutée, madame. C'est un très bel idéal qu'elle a formulé et c'est vrai qu'on ne peut qu'être touché par la dignité de cette victime, vous avez raison. Et puis, je suis comme vous, Philippe, moi, je suis passionné par les procès, même ceux où je n'étais pas avocat général, mais je déteste les délires et les hostilités, les lynchages périphériques. J'ai ça en horreur. Anne Mazoyer. Puis je pense qu'il ne faut pas gérer par certaines exceptions. Et que Dieu merci, elles sont... Alors malheureusement, il y en a de plus en plus, c'est vrai, parce qu'il y a peut-être eu aussi un certain laxisme à un moment donné, mais je pense que la majorité des hommes se conduisent correctement et qu'il faut vraiment ne pas faire le procès d'un homme ou de plusieurs hommes et d'en faire un exemple pour l'ensemble de ceux qui... De la gente masculine. Oui, et puis je pense aussi qu'il faut être très prudent, parce que je pense qu'il y a des femmes, il y a des femmes aussi qui sont extrêmement perverses, on l'a vu du reste dans des affaires récentes et des affaires abominables, avec des enfants, avec des choses absolument terribles, et je pense que donc, voilà, c'est l'être humain qui peut être un loup pour l'autre être humain, mais il n'y en a pas non plus. Pas une question de genre. Voilà, non, je pense pas du tout. Jean-Michel Fauvergue. Ben moi, je vous remercie, Philippe, pour ce coup de gueule, parce que j'y adhère complètement, et effectivement, il y en a un peu assez de se voir accusé comme ça, cette accusation sous-entendue, montrée du doigt, ça commence à faire beaucoup, et ouais, il faut reprendre l'affaire telle qu'elle est, et évidemment que les femmes sont derrière Muriel Pénicaud, et évidemment que les hommes le sont aussi. Juste une petite chose, la castration chimique existe,
mais elle est sur la base du volontariat. Elle existe absolument. comme peine. Mais pour la rendre obligatoire. Et je remercie Cécile, parce que c'est elle qui m'a dit ça pourrait vraiment être un bon coup de gueule. Et je pense que il fallait le faire. Très bon. Oui. Merci beaucoup Félix. Allez tout de suite. Merci Philippe. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et on revient sur ce procès des viols de Mazan, une affaire qui a mis en lumière la problématique de la soumission chimique. Oui, l'ex-mari de Gisèle Pellicot, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir durant des années violé et fait violer son épouse en la droguant, des années de viol durant lesquelles la victime régulièrement faisait état de sensations étranges, fatigue, perte de mémoire, douleurs gynécologiques inexpliquées. Elles le sont restées longtemps dans une sorte d'errance médicale. Des praticiens même pensaient à Alzheimer ou bien une tumeur au cerveau pour expliquer les pertes de mémoire. Il aura fallu donc que le mari, Dominique Pellicot, se fasse arrêter dans une autre affaire pour que la vérité émerge finalement avec les images des sévices infligés à son épouse. Pour en parler, nous sommes avec Emeline Padeloup, médecin généraliste dans le Loiret et co-responsable d'un groupe de travail sur la détection des violences au sein du Collège de médecine générale. Bonsoir, docteur Padeloup. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vrai qu'on se dit qu'avec cette affaire Pellicot, elle n'aurait sans doute pas émergé l'affaire si le principal protagoniste n'avait pas filmé ces actes odieux. Est-ce qu'à l'avenir, les médecins pourraient être mieux armés pour détecter des cas de violence chimique comme ça, selon vous ? Alors, ce qui est délicat avec la soumission chimique, c'est déjà l'idée d'y penser. C'est vrai que potentiellement cette affaire de Mazan va mettre en lumière, alors malheureusement par cette histoire, mais le fait que de telles choses terribles existent. D'autant plus que quand on fait les prescriptions, puisque là c'était des substances légales sur prescription, bien sûr on les prescrit pas en se disant qu'elles vont être détournées ainsi. Jean-Michel Fauvergue, vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais juste préciser aussi qu'à l'Assemblée nationale, il y avait une mission sur la soumission chimique. Et rappelez-vous, il y a eu une affaire entre une députée et un sénateur. Et il y a une mission là-dessus. Et la dissolution a cassé cette mission-là. Espérons que ça reprenne assez rapidement aussi. En tout cas, allez-y. Ce procès, il y aura un avant et un après, selon vous. Ça peut faire changer les choses ? Alors, je pense que oui, d'un point de vue prise de conscience que les choses terribles existent et que c'est pas écrit sur le front de la victime, c'est pas écrit sur le front de l'agresseur, ça peut être un monsieur, madame, tout le monde, que le médecin voit. Donc il y a quand même une prise de conscience que les violences intrafamiliales existent. Moi je le vois dans le cadre de mes fonctions universitaires, les étudiants sont de plus en plus demandeurs de formation, se rendent compte que ça existe et qu'ils ont un rôle à jouer, mais parfois avec ce sentiment de je sens que je peux faire quelque chose, mais c'est pas facile à aborder, et s'il y a révélation, j'en fais quoi derrière ? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a fait plein d'analyses, Muriel Pellicot, et qu'à aucun moment, Gisèle, pardon, à aucun moment, un médecin lui a dit, mais c'est vous vous avez quand même dans vos analyses, il y a des analyses quand même qui ont été faites, et à aucun moment le médecin lui a dit, mais vous prenez des médicaments, vous faites quelque chose. Ce qui est dingue, j'imagine qu'aujourd'hui, ça va quand même résonner de quelqu'un qui se sent pas bien et on va lui dire, attendez, on va regarder, faire des analyses si effectivement il y a des soupçons dans ce que produisent les analyses. Alors ça, je suis un peu moins experte, mais ce qui est délicat avec en plus la soumission chimique, ce qui est encore plus dur que les violences de manière générale, c'est qu'il y a le délai, combien de temps ça reste traçable dans le corps. C'est ça. Donc le truc, c'est entre la détection et l'obtention d'une potentielle preuve par une prise de sang, par un prélèvement. Il faut que ça aille vite des fois. Et la disponibilité du truc qui permet de prélever et de l'analyse derrière, c'est pas aussi simple que ça. Et puis surtout, docteur, je suppose que la personne qui est victime d'une soumission chimique, lorsqu'elle reprend en quelque sorte conscience, imagine que ça peut être tout autre chose. Oui. Tout à fait. Ce qui est encore plus dur dans la soumission chimique que des violences intrafamiliales sans soumission chimique, où là, même si parfois il y a un déni, il y a une minimisation des violences, mais quand même, elles savent, ou ils savent qu'ils ont subi des choses. Là, il y a un doute qui plane, il y a un flou. Donc, c'est d'autant plus délicat parce que la victime elle-même ne pense pas à des violences. Ouais. Donc, pour que le professionnel de santé lui-même pense qu'il y ait des violences avec cette soumission chimique, c'est d'autant plus délicat. Donc, je dirais que éventuellement,
si ce procès pouvait mettre quelque chose en lumière, en dehors de la soumission chimique, mais sur les violences intrafamiliales de manière générale, c'est que on fait notre démarche diagnostique, on cherche les symptômes, on fait des examens complémentaires, on mène notre raisonnement, mais quand au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses qui reviennent négativement, et puis il y a ce côté, il y a quelque chose qui cloche pas, peut-être que penser qu'il y a un truc de l'ordre de la violence, de l'ordre de l'horreur qu'on aimerait ne pas voir, mais qui existe. En tout cas, ce procès peut-être lèvera un peu le voile sur ces échanges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, docteur Emeline Padeloup, médecin généraliste dans le Loiret. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu des vraies voix. C'est Gilles Gonzman, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Est-ce que le Père Noël a déposé des chroniqueurs de talent aujourd'hui? On ne sait pas. Sous le sapin, il y a des chroniqueurs de folie, puisqu'il y a Philippe Bilger. Ils sont petits alors. Jean-Michel Fauvergue et Anne Mazoyer. L'essentiel, c'est de ne pas être dans le sapin. Voilà. Les bonnes. Ou d'avoir les boules. Allez. Bravo, Cécile. L'émission devient épineuse. En tout cas, vous allez pouvoir participer à ce grand jeu de Noël de Sud Radio avec énormément de cadeaux sous ce sapin. Peut-être que vous allez pouvoir remporter votre séjour en famille au parc Futuroscope ou votre carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française, ou alors à gagner des dessous chez Etam, un an de dessous par exemple, ou alors, enfin voilà, en tout cas tout ça est sous le sapin Sud Radio. 0826 300 300. Anne, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 15. 7. 7e appel au standard pour remporter ce beau cadeau et le ramener à la maison. On vous embrasse, comment on dit, on croise les doigts? On croise les doigts et on touche du bois, de sapin bien évidemment. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et le tour de table de l'actualité de Philippe Bilger. Oui, vous voulez parler de Nicolas Daragon, le ministre ciblé par le MoDem. Absolument, c'est un très bon ministre qui était chargé d'une activité qu'on n'a pas assez remarquée et qui était une très bonne idée de ministère, sécurité au quotidien. Et Nicolas Daragon, qui formait un parfait couple politique avec Bruno Retailleau, ils étaient sur la même longueur d'onde, doit être conservé, et je ne sais pas s'il le sera, parce qu'il est ciblé et critiqué par le MoDem pour des propos qui me semblaient pourtant parfaitement pertinents. Il a eu la malheureuse idée pour le MoDem de dire dans un discours à l'Assemblée nationale, l'assassin l'étranger qui assassine, on le vire, on le fait partir, celui qui viole, on le fait partir. Alors il paraît que dans son propos, il y avait une étrange volupté pour le Rassemblement national et par conséquent le MoDem a été offusqué et serait prêt à le voir partir. Si ça se produisait, ce serait aberrant parce qu'il a tout à fait raison de dire que les étrangers qui assassinent et qui violent n'ont rien à faire chez nous. Les étrangers et les Français. Mais les Français, on est obligé de les garder. On ne peut pas les choix de leur nationalité. Oui, on voudrait vous faire plaisir, Anne, mais les Français, on ne pourra pas les faire partir. Enfin bon, ça c'est une autre histoire encore et on verra. Mais en tout cas, oui, et je pense qu'il a raison et que vous avez raison, Philippe, il faut absolument le maintenir dans ses fonctions. Mais je pense que malheureusement, ça ne sera pas le cas. Jean-Michel Fauvergue. Vous avez raison Philippe et vous avez raison Anne, il faut le maintenir dans ses fonctions. Et d'autant plus que il a repris le Beauvau des polices municipales, je tiens à le dire, qui avait été déclenché par Gérald Darmanin. Et il faut qu'on continue ce Beauvau des polices municipales. Donc il faut qu'il reste sur le dossier. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Hyper intéressant. Jean-Michel Fauvergue, puisque vous avez la parole, l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. Oui, alors l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen est-elle une bonne nouvelle pour le prochain ministre de l'Intérieur ?
Le 12 décembre, il y a eu un accord des pays de l'UE pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Et à partir du 1er janvier de l'année prochaine, on aura donc 25 pays de l'Union européenne qui seront dans Schengen. 2 sont à l'extérieur, l'Irlande et Chypre. Ajoutons que sont à l'intérieur de l'espace Schengen sans être dans l'Union européenne la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et jusqu'à présent, il y avait une opposition de ces 2 pays par les Pays-Bas et l'Autriche, surtout l'Autriche, qui avait peur d'une hausse d'arrivée de migrants par les Balkans occidentaux, par l'Albanie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, qui sont pour certains de ces pays-là limitrophes avec la Roumanie ou la Bulgarie. En réalité, quels vont être les inconvénients de la rentrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen pour le futur ministre de l'Intérieur? Eh bien, c'est que la frontière se fera désormais aux limites de l'UE, ce qui est tout à fait normal pour l'espace Schengen, et que la confiance dans ces 2 pays est diverse et variée, car ils ne sont pas réputés jusqu'à présent pour leur rigueur, et il y a une problématique de corruption aussi pour les forces étatiques, et que tous les flux qui vont rentrer par là vont impacter tous les autres pays européens, bien évidemment. Mais il y a des avantages. L'avantage, c'est que ces 2 pays seront obligés d'appliquer le code Schengen et vont avoir des manettes et des outils intéressants qui seront le système d'information Schengen, la borne Eurodac où les demandeurs d'asile, on récupère les empreintes des demandeurs de l'asile et les images faciales. Et ça nous permet, ça permettra à la France, si on récupère un demandeur d'asile qui s'est enregistré en Roumanie, de le renvoyer avec le fameux règlement Dublin en Roumanie, bien que ça se fasse de moins en moins. Et puis la dernière chose, c'est que ces 2 pays vont appliquer le pacte asile et immigration, dont Ursula von der Leyen dit que, bien qu'il ne soit pas rentré en application, eh bien, il a contribué à la baisse de 40% des entrées de migrants clandestins cette année. Un autre problème va se faire jour, mais c'est pas du tout un problème d'immigration. Il s'agit du problème des Roms, puisque les Roms sont européens. En Bulgarie, vous en avez 400 000. En Roumanie, vous avez 1,8 million. Et là, plutôt que d'éviter les allers-retours, c'est plutôt une intégration sur leur territoire, payée par l'UE, qui est importante et qui nécessitera de nouveaux accords dans ce domaine-là. Donc, si je comprends bien, Jean-Michel, vous arbitrez plutôt en faveur des inconvénients, des avantages que représenterait... Oui, parce que ces avantages sont perfectibles et que si effectivement les flux ont baissé, ça veut dire qu'à un certain moment, on pourra arriver et surtout à encadrer. Surtout avec l'émergence des extrêmes droites au Parlement européen, on pourra être, c'est de plus en plus dur et on pourra commencer à encadrer effectivement sur les frontières européennes, tous ensemble, l'arrivée de ces flux migratoires. Anne Mazoyer, très court avant de passer votre tour de table. Oui, alors je pense qu'il faut être très prudent parce que actuellement il y a des discussions sur ces questions et vous avez raison Jean-Michel de le souligner. Néanmoins, la Commission européenne est en train de s'installer et elle commence à avoir, si vous voulez, des principes et des codes différents des commissions précédentes, y compris sur ces questions-là, parce qu'il y a des divergences d'opinion au sein même de la Commission. Je ne parle pas du Parlement, hein, je parle de la Commission. Donc moi, j'attends de voir comment Madame von der Leyen va gérer tout ça, sachant qu'elle souhaite qu'il y ait une opacité de plus en plus importante sur un certain nombre de décisions. Donc voilà, je reste extrêmement prudente. Voilà. Votre actu, Anne Mazoyer, Trump est-il en train d'hypothéquer l'avenir des entreprises françaises et européennes ? Alors, en fait, j'ai choisi ce sujet. Alors oui, certainement, on va voir quelles sont les décisions sur le plan économique, on le sait à peu près du reste, hein, qu'il va prendre. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, depuis qu'il a été élu, et il n'est pas encore entré en fonction, on assiste d'abord à une baisse des taux directeurs de la Fed. On assiste à un regain d'activité incroyable de la part des investisseurs. On assiste également aujourd'hui à des tas d'échanges sur les questions liées à la baisse des taxes et à la dérégulation qu'il veut mettre en œuvre dès le 20 janvier, alors dès le 20 janvier, dans les semaines qui suivront le 20 janvier. Et moi, en fait, c'est plus, je dirais, une question de communication politique que je voulais débattre avec vous ce soir. Parce qu'en réalité,
Je pense qu'il va davantage avoir d'influence sur l'Europe par son image, par son énergie positive. Nous qui sommes actuellement non seulement dans une instabilité chronique depuis ces derniers mois, mais qui avons malheureusement un président dont l'image est terriblement écornée et qui ne donne plus confiance. C'est plutôt ça. Et je pense que cette question d'image qui, comme le disait Machiavel, institue le pouvoir du prince, est peut-être la question qui hypothéquera le plus les pays européens. J'ai l'impression que dans votre excellente analyse, Anne, on peut dire qu'il a eu le même effet sur le plan diplomatique. Le simple fait qu'il va être intronisé le 20 janvier a débloqué apparemment certains mécanismes. Jean-Michel Fauvergue. Ça s'appelle en fait le charisme. Ce monsieur, bon, on l'aime, on l'aime pas, il a un certain charisme, d'autres en ont aussi. Hein. D'autres en avaient, il continue il a commencé à disparaître, mais voilà. Moi, ce que je pense, c'est surtout que l'Europe va être obligée de se remobiliser justement pour faire face à des agressions commerciales de la part des États-Unis et puis pour se défendre militairement aussi. Réponse non. Alors, oui, on peut pas faire très court parce que c'est des sujets qui nécessitent plus de développement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on assiste quand même, vous savez qu'actuellement, il attire des investissements incroyablement lourd sur le territoire américain à notre détriment. Ça, c'est clair. Donc je pense que la bataille est un petit peu perdue d'avance. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Et puis comme c'est Noël, Gaël est avec nous, qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Gaël. Bonsoir Gaël. Bonsoir. On est bonsoir, ravis. Cécile, bonsoir Philippe. Nous sommes ravis de vous accueillir Gaël. Tout va bien? On est heureux? Je suis très contente, très heureuse. Eh ben voilà, vous allez peut-être l'être encore plus. Regardons ce qui se passe sous le sapin. Le chiffre 7 m'a porté chance, je pense. Le chiffre 7 vous a porté chance. Et ben je crois que vous avez raison, ma chère Gaëlle, puisque vous avez remporté une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes avec un confort largement supérieur à votre téléphone intelligent, véritable outil de travail ou de loisir. Et vous allez pouvoir l'emporter partout. Et donc profitez bien de votre nouveau cadeau avec lequel vous pourrez également regarder la chaîne YouTube Sud Radio en direct, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, faites ce que vous voulez. Hein, mais donc c'est une tablette tactile. Voilà. Vous en aviez une? Oh, je suis trop contente. Bon, non, pas du tout. Pas du tout. Et ben voilà, vous allez pouvoir regarder la télé. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. Vous faites quoi dans la vie? Et vous écoutez aussi. Ah, merci. Aide-soignante. Vous êtes aide-soignante. J'adore les aides-soignantes. Moi aussi. Ah ouais, très bien. Et en plus, elle écoute Sud Radio. Et ben voilà. Elle est parfaite. Vous cochez toutes les cases. Vous voyez en plus. Voilà, 7e appel au standard. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Et on vous souhaite un très joyeux Noël qui commence bien. Allez-y, Gaëlle. Joyeuses fêtes à vous tous. Eh ben, joyeuses fêtes, Gaëlle. Joyeuses fêtes et gros bisous. Gros bisous, à très aussi. bientôt. Vous restez avec nous dans un instant. Retour sur la condamnation de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que pour vous, la condamnation de Sarkozy vous semble trop ou pas assez sévère? Après Chirac, c'est le second président condamné. Est-ce que ça porte atteinte à la fonction? Et à cette question, condamnation de Sarkozy à un an ferme, est-ce une injustice pour vous? Vous dites non à 68%. On attend vos réactions au 0826 300 300. Et Luc Guérin sera avec nous, avocat pénaliste. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est jeudi, tout va bien. On s'occupe de vous. Tout de suite, autour de cette table, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate and Public Affairs, cabinet de relations publiques internationales. Et c'est le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Bonsoir Paul Bismuth. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Bonjour, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. Mais vous fumez, monsieur. L'ancien chef de l'État a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. Quelle indignité. L'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, ont également écopé de la même peine. Je comprends qu'il soit tourneboussolé. Je vais t'en donner une adresse. Et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballez-le.
Un an ferme sous bracelet électronique. Nicolas Sarkozy, après le rejet de son pourvoi en cassation, doit purger une peine inédite pour un ancien président. Clamant toujours son innocence, il dénonce donc une injustice et promet de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors parlons vrai, la justice est-elle rendue de la même manière selon le positionnement politique des prévenus? Est-ce que les politiques ne payent pas le fait d'avoir voulu laver plus blanc depuis des années? Et à cette question, condamnation de Nicolas Sarkozy à un an ferme, est-ce une injustice pour vous? Vous dites non à 69%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Loïc Guérin est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir Loïc, merci d'avoir accepté notre invitation que vous connaissez bien dans les vraies voix. Philippe Bilger. Alors je suis très heureux de pouvoir continuer à parler de Nicolas Sarkozy dans une émission que j'adore, Les Vraies Voix. J'ai commencé ce matin et je vais terminer ce soir. D'abord, j'ai remarqué, et pardon, je serai un peu long au détriment de notre ami Loïc, parce que je constate qu'il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne le droit et qu'il y a beaucoup de partialité avoué de la part de beaucoup des gens qui soutiennent Nicolas Sarkozy. Ils me disent, peu importe, je ne connais pas, je n'ai pas lu l'arrêt, mais c'est Nicolas Sarkozy, donc je le défends. Je sais qu'Anne sera plus subtile. Deuxième élément, je rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné une première fois, une condamnation en appel qui a aggravé la sanction initiale et qui lui a permis aujourd'hui de n'être pas incarcéré mais d'avoir un bracelet électronique, et la Cour de cassation a validé l'arrêt de la Cour d'appel. Et je termine là-dessus, ce que les gens ignorent, et Nicolas Sarkozy lui-même, auquel j'ai répondu, je ne sais pas s'il a lu ma réponse sur X, il s'étonnait, ça n'avait pas marché, la sollicitation qu'on lui avait demandée. Aucune importance, c'est une infraction formelle qui existe dès que le pacte téléphonique est noué. Et deuxième élément, il est évident que Nicolas Sarkozy, à partir de là, ne pouvait qu'être condamné, et ça a été le cas. Étonnamment, on préfère défendre celui qui est coupable et définitivement condamné que les magistrats qui ont accompli leur travail de manière remarquable, à mon avis. On peut discuter le quantum des peines, mais les infractions sont constituées. Anne Mazoyer. Alors, je vais d'abord vous répondre par une phrase biblique. Je suis sûre que ça va vous ravir. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, dans cette affaire, pâtit donc de ce vieil adage qui dit « malheur à l'homme par lequel le scandale arrive ». Et en fait, si vous voulez, il a effectivement constitué, il a vraiment eu une responsabilité dans un certain nombre de problèmes qu'on lui impute. Moi, je trouve que c'est un peu excessif par le fait que, d'abord, il n'était pas seul, et il n'a pas été le seul dans ce cas-là. Je ne citerai pas des présidents qui maintenant ont disparu et qui ont commis les mêmes fautes, même plus graves, et j'ai été très proche de certains d'entre eux, travaillant pour eux dans ce cadre-là, pour vous dire que voilà, c'est un petit peu excessif, et je pense que le stigmatiser de cette manière-là, c'est une humiliation publique, et cette humiliation n'était pas nécessaire. Après qu'il y ait des verdicts qui soient rendus et que l'affaire ait été instruite comme vous le décrivez, je suis d'accord, mais je considère que voilà, c'est trop sévère, et en plus, ça pose le problème quand même de la façon dont la justice est rendue en France, quand même. Jean-Michel Fauvergue. J'ai été modéré. Hein. Parfait. Alors, je constate que cette condamnation intervient après l'interjection de tous les appels, et après que tous les appels aient été terminés. Donc on est au bout du chemin, et il y a cette condamnation qui arrive là, 1 an de prison, enfin 3 ans de prison, dont 1 ferme, sous bracelet électronique. Je ne sais pas si c'est une peine particulièrement dure. Elle n'empêche pas de se déplacer, en tout cas. Mais c'est pas de ça que moi je voudrais parler. Je voudrais parler du fait que des hommes politiques au niveau le plus haut, quel que soit leur tendance, ayant fait ça, il y en a d'autres qui l'ont fait, ont contribué à décrédibiliser le discours politique
sur l'exemplarité des peines. Et certains, dont Nicolas Sarkozy, ont fait leur campagne électorale là-dessus, sur les peines fermes pour les délinquants que l'on a et dont on souffre aujourd'hui. Et c'est à cause de ça, et à cause d'eux, depuis 20-30 ans, que aujourd'hui on est en face d'une délinquance qui tient le haut du pavé un peu partout. Parce que les réponses, elles sont difficiles à donner. En plus, vous ajoutez une justice dans la délinquance au quotidien, dans la justice au quotidien, qui n'est pas à la hauteur. Eh bien, tout ça, ça s'accumule et ça fait que notre société, dans ce domaine-là, est devenue complètement pourrie. Quand vous avez des hommes et des femmes politiques qui ont été au plus haut, qui ont porté cette parole-là au plus haut et qui sont décrédibilisés à ce point, il faut revenir là-dessus. Il faut qu'on ait maintenant une corporation d'hommes et de femmes politiques qui soit au-dessus de tout soupçon et qu'on arrive à redresser la barre sur cette justice-là. Alors, Loïc Guérin. Loïc Guérin. Pardon, Loïc. Loïc Guérin, avocat pénaliste. Bonsoir à tous d'abord. Donc j'ai écouté attentivement. Effectivement, j'ai pas pour habitude de me prononcer sur le bien fondé ou non d'un dossier. Qui plus est, quand je ne suis pas moi-même l'avocat impliqué dans le dossier. Je le ferai d'autant moins ici que j'aurai la délicatesse de ne pas le faire, particulièrement ici, dans la mesure où un de mes confrères, évidemment, se trouve condamné. Mais j'ai pas besoin de le faire. En fait, la justice l'a fait pour moi. La justice s'est prononcée, Philippe Bilger l'a très clairement rappelé, une condamnation, confirmé en appel, rejet du pourvoi par la Cour de cassation, le système a fonctionné. Je m'étonne un petit peu d'avoir entendu il y a un instant que les conditions dans lesquelles la justice serait rendue seraient étonnantes dans ce dossier. Je n'ai personnellement, en tout cas objectivement, pas vu de conditions particulières ici, si ce n'est que M. Sarkozy, et c'est son droit, et c'est tant mieux pour lui, a été accompagné par des avocats d'excellence qui l'ont assisté, qui l'ont défendu, qui ont utilisé, et ils en sont, c'était attendu et c'est normal, c'est bien comme ça, ils ont utilisé tous les moyens mis à disposition de tout prévenu dans des procédures pénales. Donc il n'y a rien qui me semble permettre, et l'accusation est assez grave, je dois le dire, de remettre en cause le système judiciaire dans son ensemble. On apprécie ou pas la décision qui est rendue par la justice, mais j'en reviens à ce que Philippe Bilger disait au début, il est toujours un petit peu piquant d'entendre autant de commentaires sur une décision rendue, alors même que pour la plupart des commentateurs, ils n'ont eu accès à aucune page ni pièce du dossier. La mise en cause de la justice m'inquiète un peu, parce que ça devient un principe de fonctionnement qui me rappelle de mauvaises périodes dans d'autres pays, en Italie entre autres à l'époque Berlusconi, et c'est le point, moi, qui me gêne le plus dans les commentaires qui sont formulés, pour être tout à fait honnête. Philippe Bilger. Loïc, comment se fait-il, à votre avis, au-delà de cette affaire, que dans le registre politique confronté à la justice française, presque systématiquement, en gros, il y a une majorité qui déplore ce qui arrive aux politiques et qui, d'une certaine manière, s'en prend à la magistrature. Est-ce que l'inverse ne devrait pas être moralement souhaitable ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par l'inverse souhaitable. En revanche, il me semble, on peut critiquer, c'est un état de droit, donc on peut tout à fait critiquer, contester, il y a des voies de recours. La justice a ses imperfections, comme toute institution humaine, mais s'en prendre systématiquement à la justice quand la décision est mauvaise, après avoir assuré avant qu'on faisait toute confiance à la justice, apparaît quelque peu, à tout le moins un peu hypocrite. Et le plus grave pour les citoyens, c'est d'entendre d'un côté, et souvent parfois de la même bouche, des mêmes individus ou des mêmes relais politiques, critiquer la justice pour une mansuétude trop grande, qu'on lui prête souvent d'ailleurs à tort, pour ensuite la trouver bien trop dure lorsque, la fois, on touche à un ami politique ou un proche idéologique. Donc ce deux poids deux mesures de certains des relais de critiques positifs ou négatifs de la justice m'apparaît comme une hypocrisie qui me semble quand même flirter avec le deux poids deux mesures. Merci beaucoup Loïc Guérin. Juste une question, est-ce que son recours à la CEDH peut suspendre pour l'instant momentanément ? Non, d'accord, ok, très bien, c'était une question... Non, c'est pas suspensif. C'est pas suspensif et fort heureusement, si je puis dire, dans la mesure où d'abord la décision finale a été rendue par la Cour de cassation, le pourvoi était suspensif sur le plan pénal, et d'autre part, les recours devant la CEDH ont quand même la fâcheuse propension à prendre des délais assez faramineux. Merci beaucoup Loïc Guérin, avocat pénaliste qu'on aime beaucoup dans Les Vraies Voix, puisqu'il c'est une vraie voix. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup Anne Mazoyer d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, Les Vraies Voix qui font rouler la France, avec pas mal de choses qui vont faire grincer
grincer des dents aussi. Et puis avant tout, les Automobile Awards dont la Sud Radio était le partenaire avec de belles récompenses encore pour cette année 2024. À tout de suite. Alta Profit.